Vous regardez du tic au tac sur GNJ Média. Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être avec nous dans cette édition spéciale et exclusive du Tic au Tac diffusée sur JNJ Média. C'est une émission toute spéciale ce soir parce qu'elle sera produite en deux grandes parties. La première que nous vous livrons ce soir et la deuxième vous sera livrée dans quelques temps, juste après la diffusion de la première. Et dans le cadre de cette émission, ce ne sera pas une co-signature comme d'habitude, ce sera une signature unique, celle de Romaric Tenda, qui est à la présentation actuellement. Et nous avons donc une pensée spéciale pour notre frère Raoul Patrick Bifeirok, frappé d'un malheur, raison de son indisponibilité sur ce plateau. Cette émission aura donc une saveur, une coloration toute singulière avec un invité de poids. C'est une grosse gueule dont la présentation tout de suite sera faite par Grasté. Habitué des plateaux de télé et radio, le très controversé personnage que reçoit JNJ Media aujourd'hui est connu sous ses sorties épistolaires. Président du Parti des Républicains, créé suivant la décision numéro 0087-MINAT-DAP-SDE-SPP du 15 avril 2013, le docteur Georges Gilbert Baonla sent couler dans ses veines le sang présidentiel. Convaincu d'être le troisième président de la République du Cameroun, celui qui s'est présenté depuis 2012 comme le fils aîné du chef de l'État camerounais Paul Biya se voit remplaçant de son président papa en 2025. Pour lui, ce n'est qu'une question de temps. Mais qui est véritablement Georges Gilbert Baonla? Titulaire d'un bac C au collège Vogt, mention très bien, il s'envole pour l'Europe pour continuer ses études, mais avant, il flotte avec des stages en communication dans les organismes onusiens installés au Cameroun. Il obtient une licence en Sciences Po en 1982 et une licence en sociologie la même année. Le polygame qui s'assume avec ses deux femmes blanches a à son actif engagé l'année suivante sa maîtrise en sociologie à l'Université de Liège en Belgique, puis un diplôme de l'école pratique des hautes études des séries Sciences Po. Georges Gilbert Baonla est également détenteur d'un doctorat en Sciences Po, mention très bien. Fort de ce bagage intellectuel, il replie dans son Cameroun natal, non sans achever une formation en gestion d'entreprise à l'université d'Oxford. Il revient donc au Cameroun et crée un groupe de presse, Le Démenti, qui sera fermé quelque temps après. En attendant que certaines zones d'ombre de sa vie et sa filiation soient clairement établies une fois pour toutes, peut-être sur notre plateau aujourd'hui, Georges Gilbert Baonla est, d'après plusieurs sources, détenteur de deux actes de naissance, l'un mentionnant son origine le 4 février 1963 et le second indique qu'il a poussé son premier cri le 4 février 1966. Fils d'une sage-femme Gobaola Elise, exerçant à l'hôpital central de Yaoundé, décédé le 17 juillet 2001, Georges Gilbert Baonla décidera de faire son come out en 2012. Invité dans l'émission La Reine chez nos confrères de Canal 2 International le dimanche 4 juillet 2021, le docteur Gilbert Baonla a lâché concernant les véritables enfants de Paul Biya. Nous sommes trois, Junior, Brenda et moi, terminé. Rappelant ainsi sa constance depuis sa sortie et sa présentation au public camerounais en 2012. Interrogé quant au projet de société que propose son parti, le président du Parti des Républicains répond sans ambiguïté que ce sera une continuité du renouveau, indexant ainsi le programme du président Paul Biya contenu dans son ouvrage pour le libéralisme communautaire dans lequel il prône rigueur et moralisation. Fondateur d'un organe de presse, Le Démenti, avec en son sein un certain Jean-Pierre Amougou Belinga, dont la séparation fera tache d'huile, Georges Gilbert Baonla
fera de la dénonciation son cheval de bataille. Écumant les plateaux de télé avec des preuves de détournement de fonds et de fortune publique, Georges Gilbert Baonla décidera... Je serai chef d'État. Je vais vous purger. Je vais vous purger. Les prévaricateurs, ces bandits en col blanc, comme l'avait dit le président Paul Biya lui-même. Quelques questions méritent cependant d'être posées. Georges Gilbert Baonla a-t-il une CNI? Si oui, quel nom y figure à la place du père? Pourquoi, depuis son autoproclamation, personne, même pas le président de la République, n'est monté au créneau dans le sérail pour faire un démenti officiel? Georges Gilbert Baonla figurera-t-il un jour dans la biographie officielle de son père Paul Biya, ou est-il juste un caillou dans la chaussure du chef de l'État? Quel est son rapport avec Franck Emmanuel Biya aujourd'hui? Peut-être donnera-t-il enfin des réponses claires pour nos chers téléspectateurs, en entendant peut-être que Franck Biya lui dise aussi que L'histoire que tu engages là, ça va te dépasser. nous lui souhaitons la bienvenue sur notre modeste plateau. C'est donc sous cette signature de grâceté pour cet élément que nous revenons sur ce plateau. Vous l'avez compris, nous recevons aujourd'hui, dans le cadre de cette production, Georges Gilbert Baonla. Président, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, bonsoir à votre, je voulais dire, émission qui fait déjà son chemin, sans du tout déjà, et puis je préfère utiliser le petit emploi du tic au tac. Merci beaucoup, Président. Voilà. Une fois de plus, merci, parce qu'on sait que c'est pas évident de mettre la main sur vous, de vous avoir sur un plateau télé, Voilà. et que vous nous consacriez du temps pour répondre aux questions que se posent les Camerounais et même les décideurs du Cameroun. C'est avec un énorme plaisir que nous avons sur ce plateau. Un commentaire sur cette signature de grâceté, cette présentation de vous? Oui, je voulais dire, ça revient un peu, j'appelle ça des cuites qui sont ramassées dans les poubelles. Ouais. Il y a des trucs que je ne peux pas définir. Quand Oui. je dis les cuites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est entretenu par une communication paysanne, où les gens n'ont pas la sérénité du professionnalisme. Je suis candidat pour 2025. Je n'ai pas dit que je gagne les élections. Oui. Et je suis face à ceux qui vont se présenter, parmi lesquels le président de la République, qui n'a jamais démissionné du RDPC, le président national. Il est libre de se présenter. Si la conduite, en fait, qui est le socle juridique le permet, pourquoi pas? Oui. Bon, ceux qui sont candidats devront être plébiscités à travers leur parti. Notre parti, le Parti républicain, dont j'ai l'honneur de gérer en toute confiance, en toute quiétude, à travers les militants, ont choisi à l'unanimité, depuis un certain nombre de temps, l'objectif, je voulais dire, de postuler ma personnalité Oui. institutionnelle en tant que président du parti Républicain. et, naturellement, républicain, que je puisse prester pour les élections présidentielles. Mais avant les élections présidentielles, il y a les primaires. Tout à fait. Il y a notamment les mairies, il y a, je voulais dire, la députation. Oui. Il y a la législative. Donc, je pense que les enjeux sont faits. D'abord, les dés sont pipés. Aujourd'hui, il y a deux partis qui peuvent se faire prévaloir. Il y a le président national du RDPC qui entretient le parti dans le leitmotiv fonctionnel. Je sors d'une tournée du côté de la diaspora. Oui. Le parti républicain se fait ressentir. Nous sommes implantés dans tout le territoire national, sur le plan local, et nous sommes le parti le plus en vue dans la diaspora. Actuellement. Et, oui, je le dis. Que les gens disent ou pas, c'est la vérité. Le Parti républicain. Le Parti républicain est mieux plébiscité. Même pas plus que le RDPC. Je dis que le MRC. le MRC est un cantonnage des petits amis entre un professeur des amphis
universitaire et puis une promulgation de quelques amis qui veulent faire ce qu'on appelle le test dans l'arène politique. Et puis j'ai dit, les professeurs aux amphis, c'est mieux, la politique aux politiciens. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Je suis arrivé en diaspora, ça s'est vu. Mais sur le plan des mobilisations, Ouais. on voit que le président du MRC mobilise énormément. Non, je crois qu'il peut mobiliser les curieux. Quelqu'un de passage, il suit un bruit. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La mobilisation, c'est le militantisme. C'est se reconnaître dans une association politique. Oui. Mais si quelqu'un est en train de passer, ou bien des enfants qui vendent peut-être pendant les vacances quelques plateaux d'arachis ou de bananes, c'est la curiosité. Et la preuve en est que beaucoup ont démissionné pour le parti républicain. Qui, par exemple? Ah, ben, vous n'êtes pas au courant, peut-être je vous donne cette information. Oui. D'autres sont en train de démissionner encore. Hein? Dans le Mayo Tchanaga. Toute la cellule a démissionné. Il y a d'autres qui sont en train de courir. Nous ne sommes pas là pour exposer les futurs républicains. Je voulais le dire. Nous nous sommes imposés là où les autres ne se sont pas imposés. D'accord? Oui. Nous sommes le récent défilé du 20 mai dernier. On a laissé une bonne tache d'huile du côté de l'Ouest. D'accord? Et le docteur Ndiapa a démissionné d'où? Du RDPC, il faut dire les choses comme ça se doit. Puisque le filon matrimonial de Ndiapa, ou le docteur Ndiapa, c'était Madame la ministre Koutès. Pourquoi ça ne souffre aucune contestation? Nous avons des appels de balles. Attendez, je ne veux pas détailler tous nos plans ici. Oui. Et nous sommes le seul parti aussi implanté fortement dans la classe jeune. Allez dans les universités, dans les écoles. Je veux bien que les enfants aillent à l'école, qu'ils soient formés. Mais nous, on pense à l'intégration. Et nous allons faire respecter le programme et le chronogramme intégral du promoteur du renouveau. C'est pour ça que moi, je parle de la renouvocratie républicaine. Nous voulons redorer ce blason parce que il y a un certain nombre de, je voulais dire, de foyers que le président Paul Biya a laissé en gestation parce qu'il croit à ses camarades. Mais il ne va pas être le sorcier qui chasse le citoyen ou bien le marabout qui n'aime pas voir le sorcier. Oui. Donc, en fait, en réalité, la commodité ici, je voulais dire, du Parlement, ou bien certains parlements, que je vais appeler l'opposition, je souhaiterais qu'au cours de notre entretien, oui, que nous approfondissions qu'est-ce qu'on appelle en réalité même l'opposition. Nous allons parler de cela. Voilà. Donc, en clair, Voilà. l'élément diffusé, l'élément Voilà. donc pour de la signature de Grasté Ouais. est quand même un élément complet qui vous présente. Oui, mais complet parce Avec que quelques quand j'ai éléments. dit poubelle, parce que c'est ramassé dans les coquilles. Bon, quand on parle, j'ai soulevé le cas, par exemple, je peux pas dire que je pronostique comme tout candidat pour 2025. Oui. Maintenant, quand on dit les repères identitaires. J'ai 60 ans révolus. Le président de la République a 80 ans révolus. Qu'est-ce que les Camerounais cherchent? Ou certains? Je fais peur? Je suis le gardien du temple? Oui, je suis le gardien du temple de Womeka. Maintenant, de Womeka. C'est mon village paternel. Maintenant, je peux être le gardien du temple du Cameroun si on me fait confiance. Oui. À la désignation à travers les urnes. Le vote. Il n'y a que les Camerounais pour vous faire confiance. Bon, voilà, justement. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi, chaque fois, il y a cette affaire qui revient. C'est pour moi une publicité maintenant.
le président de la République... Ce sont des questions que les Camerounais se Non, posent. ils en se ce qui vous poseront concerne. toujours cette question. Mm. Mais personne n'a jamais à poser la question pourquoi on adopte les enfants. Oui, Pourquoi? Parce que c'est pas une question. c'est une question. D'accord, ok. On Donc, va peut-être toucher au cours de cette émission. Je n'ai pas encore chuté, je suis dans l'espace. Allons-y, oui. Alors, on ne se pose pas des questions. Pour les autres, on se pose la question, pour le docteur Gisèle Mahola, il y a un problème. Je me définis être le protecteur de mon père. Vous savez pourquoi? Non. Quand un papa prend de l'âge, il faut renvoyer l'ascenseur en tant qu'enfant. C'est normal. Pour un enfant normal, qui a une éducation bantou, Oui, c'est de protéger son protéger père. son père. Mm. Maintenant, si à l'intérieur de la cuisine, il y a des fuineurs ou bien des profiteurs, qui sont des agents immobiliers et tout, qui ne sont pas des faiseurs de la famille, je vous l'ai dit, ils ne sont pas identifiés comme la famille, on n'a jamais posé la question pourquoi Vondayolo, directeur du cabinet civil, dit qu'il est le neveu du chef de l'État. Pourquoi? Allez identifier cela entre Messok et Mbomaka, c'est deux choses différentes. Pourquoi les gens veulent cacher la vérité? Oui, d'accord. Donc, Messok n'est pas... Je peux chuter. Oui, allez-y. Je descends déjà sur le piédestal. Allez-y, allez-y. Je comprends le problème. Je gêne. Mais s'il faut gêner pour que la génération jeune, dont le chef de l'État a attendu le feuilleton que je vais appeler le Lambeau, comme si c'était dans une course marathon, je veux continuer à le faire. Je crois à la génération. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, d'autres ont droit à la vie. Pourquoi ne pas encourager qu'on puisse dire qu'il y a un problème, il faut que les jeunes soient formés et au même moment intégrés pour le travail. Alors, si les gens ont un autre problème, que je vais appeler les balivernes, qui parlent toujours de pourquoi, quel est le courant qui se passe entre Franck et lui. Mais c'est du n'importe quoi. Il n'a pas mon âge. Franck n'est pas politicien. Il ne vous a jamais dit qu'il avait un parti politique. Si vous voulez en fabriquer un, allez au MINAT. Demandez au ministre de l'administration territoriale de lui signer une association, une autorisation. Comme ça, on va en parler. Je suis ici dans le cadre d'une émission où je suis président d'un parti. Absolument. Éligible. Oui. On va me poser des questions pour dire quelle est la connexion que tu as avec ton petit frère et vous vous entendez. La question n'a pas encore été posée. Est-ce que Franck lui-même, parce que je parle de ce que le papier qui a été fait, est-ce que Franck lui-même un jour a dit qu'il ne me connaissait pas? Est-ce que Franck un jour il a dit que ce n'est pas mon grand frère? Non, la question n'a pas encore été posée en clair. Voilà. Mais nous allons. Je me suis interrogé parce qu'elle a fait un papier. Oui. D'accord? Oui. Ce papier n'est pas très approfondi. C'est un peu les mêmes choses qui reviennent tout le temps. Donc, moi, je prends ça comme un papier légiféré dans les cuites de poubelle. Je suis désolé, je suis dur avec ça. Oui. Parce que si vous voulez une information, approchez la personne, vous dites, bon, est-ce que ce machin, vous dites, là où je suis assis ici, quand vous venez dans mon village, on se retrouve dans mon village, là, je suis le fils de Paul Biya. D'accord? Quand il faut retourner la veste, parce que les gens ont des enjeux. Et ils veulent créer ce qu'on appelle le tsunami dans la famille. D'abord, je voulais profiter sur votre plateau, je voulais dire, Franck demeure mon petit frère, on n'a rien à discuter ensemble, il a beaucoup à apprendre de moi. D'accord? Et chez nous, les aînés se respectent, les parents se respectent. Alors, nous n'avons pas ce genre de problème ou de dispute. Bon, maintenant, si les gens vont se filmer dans les couloirs des hôtels, et qui sont les agents, qui sont les communicateurs des partis volages, parce qu'ils peuvent se rencontrer entre la scène de Paris et l'ambassade, il faut faire attention. D'accord, nous allons... Je peux ouvrir une brèche. Nous allons toucher ces aspects tout à l'heure, président Georges-Gilbert Baronla. Voilà. Merci une fois de plus d'être avec nous sur notre plateau. Dans cette première partie d'émission, nous allons aborder ensemble des sujets essentiels. On va parler par exemple des demandes du président du Conseil économique et social qui ont fait jaser la toile depuis quelques jours. On va parler de l'état des routes
du Cameroun, la pénétrante Est et d'autres routes en général. On va parler de l'assassinat du journaliste et de l'animateur Martinez Zogo. On va parler également de l'actualité politique et des prochaines élections, soit 2025 ou avant, peut-être 2025. On va parler du sommet de Paris sur le nouveau pacte financier mondial, avec notamment la question du franc CFA. Et on va également évoquer l'actualité autour du milliardaire Babadan Poulo. D'entrée de jeu, Georges Gilbert Baola, une actualité accable depuis plusieurs jours l'actuel président du Conseil économique et social du Cameroun, dans un courrier confidentiel qui a fuité sur les réseaux sociaux. Ayant Luc sollicite l'achat d'un véhicule de 120 millions de francs CFA. D'entrée de jeu, cette demande, d'après vous, n'est-elle pas exagérée? Pour un pays comme le Cameroun, un véhicule de ce montant, le solliciter, c'est pourquoi faire en réalité? Tout à l'heure, j'ai parlé de la recherche des cuites, ce que j'ai appelé poubelle. Ça, c'est une autre poubelle, là. Alors. C'est une poubelle. C'est une poubelle, c'est pas une information. C'est pas une information, je vais vous dire pourquoi. Dites-nous. Le président du Conseil économique a fait déjà du chemin avec le gouvernement du renouveau et son promoteur. Alors, quelles sont les missions assignées alors à cette institution? Il faut définir d'abord. Oui. Le contrôle auprès des institutions étatiques et le système de fonctionnement et le reste. Un matin, il écrit une lettre selon les sources du ministre Alamine. Parce que si on en suit bien, parce que moi j'ai lu, on dit qu'il a demandé l'autorisation au secrétaire général, c'est ça? Je trouve que c'est larbin ça. Alors, d'abord, première des choses, ce n'est pas au ministère de mobilisation de projets qu'on demande un habitat quand on est ministre ou bien on est une personnalité d'utilité publique. Pour qu'on vous loge, il y a un ministère approprié, le ministère de domaine, dans le ministère de l'Habitat. Dès qu'on vous a nommé, on dit avec les us qui accompagnent la nomination. Donc ça veut dire que un véhicule, vous avez un parc hôtelier qui sera notamment animé par le financement de l'État. Vous avez un certain nombre d'avantages. Qu'est-ce que le président du Conseil économique, il écrit un tutu personné. Je veux une maison selon les sources, dont je balance dans la poubelle. Vous demandez une maison de 2 milliards, vous n'avez pas le plan architectural. Vous n'avez pas un plan d'acquisition de cet immeuble sur le plan technique. Alors, moi, sur la base de quoi le ministre Alamine devrait lui donner des débouts pour construire une maison? Il fait une simple demande, il n'a joint aucun plan, et il dit, le coût c'est 2 milliards. Il ne joint pas la qualité du véhicule. Il demande le véhicule de 120 millions. Mais dis donc, c'est du n'importe quoi ça. Des documents qui sont sur Internet sont donc des faux, d'après vous? C'est leur problème. Les sources, vous avez entendu parler, est-ce que vous avez suivi même le démenti, le président économique, du Conseil économique? Il n'en parle pas. Il n'en parle pas, il n'a pas démenti l'information. Non, non, il n'en parle pas parce que ça ne vaut pas la peine. Parce que d'une manière graphique, c'est même pas possible. Et d'après vous, ces documents qui se sont retrouvés sur la toile, ont-ils été fabriqués? Quand les gens disent souvent sur haute instruction, on découvre que c'était pas le chef d'État qui les a donné le mandat pour écrire aux directeurs généraux dans les sociétés sur le plan national, donner des instructions dans les cabinets, disons que à travers les cabinets du ministériel. C'est aujourd'hui que la signature du chef d'État se balade, ou bien les armoiries de l'État sont fabriquées. C'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. Dès lors que
C'est pas important. Vous voulez qu'il réponde à quoi? Mais c'est un sujet hyper important parce que, docteur Georges Gilbert Baola, si vous étiez à la place de Ayan Luc, des documents comme ça se retrouvent sur la toile dans lesquels on vous accuse, enfin, pas qu'on vous accuse, mais on voit que on dit que vous avez donné des instructions à tel pour l'achat de tel autre élément et tout, et c'est traité par pratiquement l'ensemble des médias privés du Cameroun, aussi bien les télévisions que les presses écrites. Vous allez rester commandé tranquille. pour le travail, payé pour le travail aussi. J'espère que le vôtre n'est pas payé pour ça aussi. Vous le pensez? Non, c'est ce que je dis, parce que je constate. Donc je dis, bon, j'espère que... Alors, on ne parle pas du voyage du chef de l'État et de ceux qui attendaient au bas de la passerelle, malgré leur statut oscillant, ça veut dire qu'ils brillent beaucoup. Ils attendaient comme des chauffeurs, comme au bas de la passerelle, pendant que lui, il était au sommet financier. Là, on ne fait pas les commentaires. Les images, on ne peut pas parler des images où le chef de l'État, on cherche son directeur du cabinet civil, n'est pas là. C'est quelqu'un d'autre qui accompagne la notoriété institutionnelle vers son véhicule. On n'en parle pas. On fait le mi-bimol. On n'en parle pas des journalistes qui sont dans le couloir, qui se filment avec des gens et qui pensent venir donner des leçons, alors que nous savons bien qu'ils sont dans la cuite de l'investiture, de la déstabilisation de notre régime. On n'en parle pas. On estime que ils sont... Ça, c'est pas des informations. L'information commence dès lors que le président Ayan Luc est accablé. Il est accablé de quoi? On appelle ça des ragots. Vous estimez que c'est des ragots? C'est des ragots. Puisque aucun journaliste, aucun parmi vous ne peut apporter la preuve. Ni de fait, ni matériel. On a écrit un truc qu'on a balancé dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent que j'ai 2 actes de naissance. Si j'avais 2 actes de naissance, mes détracteurs d'en face ne m'auraient jamais loupé. Ils devaient les brandir déjà. D'accord? Mais ce sont les informations des réseaux sociaux. Oui. Ce sont les informations des réseaux sociaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait du mal à Ayan Luc, d'après vous? Je peux vous rassurer que le retour du chef de l'État, sûrement pose problème. Je peux vous rassurer. Ça pose problème. Le retour du chef de l'État du sommet de Oui, Paris. du sommet, oui. Après, parce qu'il y a après le sommet. Donc, ça pose problème. Et les gens imaginent des choses. Est-ce que les ministères qui ont le devoir de faire ce qu'on appelle un compte rendu du système de fonctionnement sur le plan économique auprès de cette institution, cette auguste institution, le font? Qui nous disent oui, on rend compte. Et puis, lui, il rend compte, c'est tout. À qui de droit? Pourquoi est-ce que les gens trouvent que c'est mauvais de parler d'un certain nombre de choses et dire qu'un ministre ne travaille pas bien? Si vous estimez que vous travaillez bien et que vous vous mettez à dos les Camerounais parce qu'il y a une critique permanente, il faut savoir que le président du Conseil économique est à la bonne place. Et il travaille bien. Donc, ça ne souffre d'aucune contestation. Vraiment, cette arrogance-là, où les gens viennent parce qu'ils ont leurs problèmes. Quand les gens sont vendre l'encre indélébile pour les élections, on ne les connaît pas. Mais président Baola, pourquoi lorsqu'il y a ce type d'informations que vous jugez calomnieuses ou mensongères, les mises en cause ne peuvent pas faire des sorties pour balayer cela des revers de la main et dire effectivement qu'il s'agit des mensonges? Pourquoi toujours le silence? Le mutisme ne veut pas dire qu'on n'a rien à dire. C'est aussi une façon de répondre. Oui, mais est-ce que c'est pas un mode de gestion qui plombe suffisamment les actions de nos dirigeants? Bon, quand moi j'ai sorti le village de Messok avec toutes les preuves, celui-là n'est pas venu démontrer ça. Pourquoi? Je parle de ce que moi aussi j'ai fait. En face de votre agent immobilier. Excusez-moi, de l'argent immobilier, pas de votre agent immobilier. Hein?
Pourquoi cela n'est pas venu dire, bon, monsieur Baola, vous racontez n'importe quoi, j'ai pas créé des routes, j'ai pas créé des machins. Peut-être par honte. Ah oui, mais c'est pas peut-être pas la honte. C'est en fait, il passe aux aveux, parce que moi, quand je viens, je vous dis, telle personne a posé tel acte, j'ai des supports. Voilà le vrai problème. Le cas du président du Conseil économique, je voulais lui dire, en tant que papa, parce que c'est bien dit, et je voulais le dire à tout le monde que c'est du n'importe quoi. Si Alamine a des problèmes, qu'il aille régler ses problèmes ailleurs. Ce n'est pas le président du Conseil économique qui a fait convier son beau-frère, qui était aux affaires, qui gérait l'hôtel des députés. Pour mauvaise gestion. Donc vous estimez que c'est une guerre entre Alamine et Ayanli? Non, je voulais simplement vous situer. Il y a des antécédents. Hein. Ce n'est pas le président du Conseil économique. Je voulais donner ça comme un exemple. Ce n'est pas le président du Conseil économique qui a dit à Alamine de ne pas respecter la verdate des funestes de son père, en posant des actes pas digestes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais simplement dire que il est hostillant, comme vous connaissez les pop-corn, quand ça claque, quand ça chauffe là, ça fait trop de bruit. Et pour rien. C'est pour cela qu'à un moment, il faut remonter les bretelles à un certain nombre de personnes pour que les gens arrêtent de nous faire croire que le monde est noir, le matin, le noir. Si aujourd'hui, Alamine estime que le rapport qu'il a entre le président du Conseil économique et lui ne suit pas à ses attentes, tant pis. Il ne va pas aussi en vouloir au président de l'Assemblée, Cavaille, qui a viré son beau-frère. Qui a viré le beau-frère de l'ami Ousmane Mey. Oui, monsieur. Il n'est plus aux affaires à l'hôtel député. Là, les journalistes n'ont pas vu ça. Ce n'est pas une information, ne cherche pas celle-là. C'est pas bon. C'est pour ça que, quand je viens face aux médias, ou bien quand je vous l'ai dit, je vous dis des choses pour illustrer. D'accord? Mais pourquoi Alamine en voudrait à Luc Aya? Mais il sait pourquoi. Pour quelle raison? Il sait pourquoi. Je vais vous donner un exemple. Il y a des intérêts de famille, il y a des intérêts des us communautaires. Soyez plus clair. C'est-à-dire, quand je vous le dis, c'est quoi? C'est pour dire que, en fait, c'est pas un combat qui est entre le père Ayang, je vous l'ai dit, et Alamine, qui estime que le père Ayang, le président du conseil d'administration, fait des comptes rendus au chef de l'État contre lui. En fait, c'est ça. Il fait son travail. Ils ont même dit qu'il a 105 employés. Je ne sais pas, vétustes, qu'on ne voit pas. Donc, il a une carte d'identité pour aller toucher 105 ou bien moins de 105 salaires. Le conseil économique existe depuis la nuit des temps. Depuis les deux régimes. Que ce soit le régime d'Aïdjo. Mais personne, aucun journaliste n'a allé dire que, mais monsieur le président du conseil économique, en fait, votre institution me sert à quoi? Quelles sont les missions régaliennes de cette institution? C'est maintenant que tout le monde sait que, donc, il est chargé quand même, il a un regard, il a un droit de regard sur les entités publiques telles les ministères et autres. C'est un gendarme de l'économie. C'est ça l'institution. Et donc il peut se permettre de demander 2 milliards de francs CFA pour ça. Je suis désolé s'il a demandé qu'on nous transmette l'accusé de réception. On a écrit une lettre
ça voltige de l'autre côté. Bon, c'est simple. Peut-être la maison d'Alamine qui est du côté de Montfévé. Je ne sais pas si vous avez de très bonnes relations avec. Non. Non, je ne vous soupçonne pas. Du côté de... je ne sais pas s'il a vendu à l'Omnisport. Parce qu'à l'Omnisport, c'est des vétustes. Parce que vous savez, là-bas, c'est quand même du high. Mais pourquoi cette fixation sur Alamine Ousmane Mey? Pourquoi vous estimez que je ne dois pas parler de lui? Je demande simplement pourquoi cette fixation quand on parle d'Ayan lui. Parce que c'est l'acteur principal. On dit qu'il a demandé à qui? À quelle institution? À Alamine Ousmane Mey. Ok. Est-ce que Alamine est à la hauteur d'accorder 2 milliards au président du Conseil économique? Je dis non. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. L'administration ne fonctionne pas comme vous pensez. Quand il y a des services et que vous voulez, par exemple, qu'un service vous soit rendu, si ça n'entre pas dans le cahier de charges étatique, c'est-à-dire d'une manière institutionnelle, les lois ne prévoient pas ça, vous écrivez au chef de l'État, qui est votre patron direct. Vous avez compris? On a vu au Boufégué demander à acheter le terrain ici d'utilité publique, on a dit non. On a vu son directeur financier, comme M. Kamga, paix à leur âme. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous pensez que le président du Conseil économique, qui connaît la discipline que le chef de l'État a vis-à-vis de la gestion des affaires publiques, va errement s'autoriser à demander à quelqu'un qui n'en a pas la compétence. Est-ce qu'il y a d'autres ministres auparavant qui ont demandé aussi à Alamine des budgets pareils? Je dis non. Pour le logement, il y a il y a au moins 2 ministères qui s'occupent, et ce n'est pas le ministère qu'occupe aujourd'hui Alamine. Alors, les véhicules de 120 millions, si M. Alamine apprend à être membre du gouvernement, je lui dis, petit frère, les véhicules de 120 millions, il y en a tout eu. L'actuel véhicule du président du Conseil économique, à quelle valeur? Aucune idée. D'accord. Donc, si c'est une histoire de sens, si lui trouve nouveau de rouler dans les archipels occasionnels, donc, le parc automobile existe. Et c'est un droit. De s'autoriser un véhicule de 120 millions. Oui, non, c'est un droit qu'on vous donne un véhicule pour travailler pour l'État du Cameroun. Quand les gens ont acheté les semis Range Rover pour y ressembler à la Range Rover présidentielle, c'est parce que c'était directeur du cabinet civil qu'ils avaient ce droit. Là, on n'en parle pas. Il ne faut pas parler de ça. Je trouve ça bizarre. Je vous donne des exemples. D'accord? Donc, que les gens viennent dire aujourd'hui n'importe quoi, ça ne passera pas. La passerelle, ce n'est pas à ce niveau. Les Camerounais veulent savoir comment leurs enfants vont aller à l'école. Les Camerounais veulent savoir si demain, ils auront leur salaire. Ils veulent l'intégration et la formation. Et c'est ce que le chef de l'État fait tous les jours. Et en ce moment-ci, quand vous trouvez un chef d'État qui va à ce qu'on appelle dans un forum financier, vous savez ce que ça veut dire? Lui-même est devenu... Il cherche l'argent pour le pays. Bon, ça veut dire qu'il est un commercial de son pays. Mais donc, les populations alors qu'il y a des ministères qui sont présents. Les populations veulent aussi être en phase avec le chef de l'État qui a parlé de la notion de la réduction du train de vie de l'État. Et se poser des bonnes questions autour de cette affaire. Oui, mais c'est tout à fait normal. Quand il y a eu le parc administratif, on a évacué tout ça. On a réduit un certain nombre de catégories, je dis, d'une manière catégorielle, au niveau, par exemple, du transport administratif. Il y a eu beaucoup de réductions. D'accord? On a réduit le train de vie, ce n'est pas seulement à ce niveau. Il y a, par exemple, le cahier de charge au niveau du consommable, qui a été réduit. Il y avait des gens qui vendaient un bic à 1000 francs. Le bic qu'on achète à 100 francs. Ça ne peut plus exister. Une rame de papier à 15 000. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il ne faut pas regarder toujours d'une manière critique, mais il faut comprendre. Moi, je vais souvent
vers l'information pour comprendre pourquoi. Ceux qui font les marchés publics appellent ça les prix officiels de la mercuriale. Oui, mais ceux qui font la mercuriale a été créée par un Camerounais qui est aujourd'hui au quartier. On ne lui a même pas dit merci. Je suis proche de lui. Je ne pas l'exposer, je préfère simplement le dire. Et il a fait, étant assis dans un bureau de moins de 8 mètres carrés. C'est un Camerounais. Il n'a jamais envoyé une facture au ministère des Finances pour lui dire. Maintenant, si c'est construit et homologué, c'est bien. Donc, que les gens arrêtent de nous faire croire qu'à travers une certaine institution que j'appelle de déstabilisation, de mensonge, les gens peuvent... Je voulais encourager le président du Conseil économique. Cher père, il faut continuer à travailler. D'accord. C'est tout. Vous l'encouragez à bosser, à continuer de travailler, à faire fi des ragots sur les réseaux sociaux. Non, des ragots, d'accord. Parlons d'une autre actualité et qui concerne également des milliards de francs CFA et qui concerne aussi un Camerounais, Baba Amadou Danpolo, le milliardaire qui est aujourd'hui en difficulté avec une banque sud-africaine. Il estime qu'il est victime d'injustice et qu'on est en train de prendre ses biens injustement en Afrique du Sud. On a vu des papiers de la CIATV, tout un trésor consacré pratiquement à l'homme d'affaires camerounais, disant qu'il faut soutenir la fibre patriotique, soutenir un Camerounais et un concitoyen qui parvient justement à se démarquer dans le monde des affaires au niveau de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Baba Amadou Danpolo est victime d'injustice de la part des Sud-Africains? D'abord, il n'est pas milliardaire. Pardon? Il n'est pas milliardaire, c'est vous qui écrivez dans les journaux. D'après le classement, l'un des derniers classements Forbes, on le classe comme l'un des plus grands milliardaires de l'Afrique francophone subsaharienne. Le milliardaire ne pas payer le courant de l'île des Néo. Pardon? Mais il faut payer les quittances. Il ne paye pas? Allez vérifier auprès de Néo et le Néo vous dira plus. Monsieur Gilbert Baola, comment pouvez-vous dire que Baba Amadou Danpolo ne paye pas les factures de l'électricité? Je vous le dis. Alors qu'il a plusieurs entreprises fonctionnelles. Bon. Avec quoi ces entreprises fonctionnent-elles? Vous faites un tour à Néo, vous allez voir. J'espère que son différend qui est en justice, c'est fini. Vous savez, porter plainte, c'est aussi savoir se défendre. Il a un différend en justice avec Eneo, c'est ça? Ben, je le sais. Il ne peut pas nier. Les histoires de faut payer 30 millions, il nous dit la facture c'est 30 millions, on ne paye pas. C'est pas le président Paul Biya qui a payé à sa place, comme quelqu'un qui est de Messop qui a dit aussi qu'il ne paye pas Eneo. C'est quand même surprenant quand vous dites que Baba Amadou Danpolo n'est pas Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux, c'est un club. C'est un club. Comment? Mais c'est un club parce que d'autres... J'ai dit, il y a quelqu'un à Messop qui a les lampes chez lui, préfère mettre les groupes, alors qu'il y a les citoyens qui n'arrivent même pas à faire la collecte pour payer la lumière. Mais comment quelqu'un qui n'est pas milliardaire voit ses biens être saisis en Afrique du Sud à hauteur de plusieurs milliards? Parce que la saisine était de droit. Il faut entrer dans le feuilleton de droit, donc ce qu'il raconte là, c'est la même chose. Je sais qu'il a eu... Mais est-ce que vous trouvez normal qu'on saisisse tous ces biens en Afrique du Sud pour un prêt évalué au Mondis. Vous savez ce qu'on appelle le Mondis? Non. Le parfum coûte 3 francs, vous dites que c'est 8 francs. Et vous avez ça, vous mettez cela comme hypothèque. Soyez plus clair. Soyez plus clair, moi, ça m'amuse quand vous parlez. Soyez plus clair. Allez droit au but. Parce que nous avons reçu ici son porte-parole qui nous a dit effectivement que il est milliardaire. Baba Amadou Danpolo est victime d'injustice. Qu'il est milliardaire. Oui. Il nous l'a confirmé sur ce plateau. Voyons. Ça, c'est vraiment le feuilleton Cameroun, ça. Hein? Vous savez ce qui se passe? Non. Avoir un chef d'État à la dimension de Paul Biya, c'est très bien. Mais je suis sûr que le train de la vie va laisser un certain nombre de Camerounais qui rêvent encore. Le président de la République nous a passé la main. Intellectuels, hommes politiques, tout le monde. Mais j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas que le train a décollé.
Les gens sont toujours dans les fixations de « moi, je connais tel, je suis tel ». Il faut faire attention. Alors, quand votre journal, c'est Force, ou c'est quoi? Si vous voulez, Forbes, si vous voulez, moi aussi je peux me faire publier dans ce journal en tant que multimilliardaire. C'est rien. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas dans la cartographie de certaines personnes qui pensent qu'il faut mentir pour exister. Moi, je ne suis pas un menteur. Ça ne sert à rien. Vous estimez que Baba Amadou Danpolo, c'est un bluffeur? Oui, bluffe. Des papiers sont passés au Trésor, à la CRTV. Je vais vous dire quelque chose. Le présentant comme multimilliardaire. Je vais vous dire quelque chose. Je veux pas aller réveiller le feu à Baba, Emmanuel. L'histoire est tellement têtue que appelez votre Danpolo là, vous le faites asseoir en face de vous, vous lui dites, connaissez-vous monsieur Avav Emmanuel ou le feu Avav Emmanuel? Quelles sont les relations que vous avez eues avec lui? Les deux questions, s'il va vous répondre. Puisque vous êtes sur notre plateau et que vous connaissez cette histoire, dites non. Vous savez ce qui m'amuse? Parce que les casseroles ne disparaissent jamais de la mer. Les casseroles, ça submerge toujours. Je trouve ça trop amusant. Posez la question à monsieur Danpolo avec la session-vente, je veux dire l'histoire, la session-vente de City, un département de la Théine, à l'époque de Ndialakwan. Père son âme, c'est un ami. Comment il a fait pour accéder à cette fortune qui appartient à l'État du Cameroun? La City. Oui. Il y a un cahier de charge. Peut-être c'était une rétrocession. Est-il mandataire? On lui a fait cadeau. Voilà un peu les informations que je vous donne. Qui lui a fait cadeau? Non. Peut-être. Dès lors que vous ne respectez pas d'une manière nostalgique la loi, et vous vous fondez sur le gribouillage juridique, parce qu'on a oublié virgule quelque part, vous dites non, je ne paye plus les dettes. Vous n'êtes pas un homme d'affaires, vous êtes un débrouillard. Ne confondez pas la débrouillardise aux affaires. Quand vous dites que... C'est ainsi que vous parlez de Baba Amadou Danpolo. Je vous dis, non, je le dis. Je le connais prestement, il me connaît. Hein. Je ne vante rien, je n'ai jamais dit que je ne l'ai jamais rencontré. Non, pas du tout. Le simple fait qu'il vienne faire un peu de l'arrogance à travers, je ne sais pas qui l'a envoyé pour venir se nettoyer un peu dans votre tabloïd, je dis que c'est malheureux. Est-ce que c'est un homme d'affaires? L'Afrique du Sud, aujourd'hui, pleurniche. Il a contacté des créances qu'il n'a pas restituées. Et en Afrique du Sud, la loi, c'est la loi. Mais on dit qu'il a commencé à avoir des difficultés avec le Covid, comme toutes les autres entreprises. Mais pour quelqu'un qui s'est bâti en Afrique du Sud, qui a de grandes fortunes immobilières... Qui t'a dit qu'il a de grandes fortunes? Il est dans un consortium. Ce ne sont pas ses affaires. Je vous mets en défi. Si ce monsieur ne représente pas un consortium, et que c'est sa affaire personnelle... Vous pensez qu'il était un prêtre, non? Non, je ne sais pas. Consortium veut dire que vous êtes associé. Ce ne sont pas vos dividendes, ce n'est pas votre patrimoine. Et il n'est pas le premier Camerounais qui investit comme ça là-bas. Est-ce que Nextel lui appartient? À 30%, oui. Il est actionnaire à 30%. On appelle ça un consortium. L'État l'accompagne dans beaucoup de choses. C'est normal. Quoi de plus normal que d'accompagner un Camerounais pour prospérer dans les affaires? Et en retour, il faut payer quand même les notes et les créances d'électricité chez Néo. Et aujourd'hui, est-ce que vous comprenez, après les difficultés qu'il a en Afrique du Sud,
il a décidé de saisir des institutions juridiques au Cameroun qui, elles également, ont décidé de saisir les comptes de MTN Cameroun et de Chococam. Est-ce que vous comprenez sa démarche? MTN ne fonctionne pas en ce moment. Si, Chococam ne fonctionne pas. si. Ok. Vous avez l'acte de saisie des comptes? Du tout. Est-ce que c'est un problème de commentaire? Monsieur Baola, ou le président Baola, voici la saisine qui a été faite à travers la juridiction camerounaise qui a statué tel jour dans l'affaire d'Ampoule. Mais ces entreprises ont communiqué dessus. On voit pratiquement une guerre médiatique entre les deux. Ils ont communiqué. L'intention, est-ce que c'est de fait? Ils ont communiqué expliquant que... Je dis, est-ce que de fait, les comptes de MTN sont saisis? Moi, c'est la question. Donc, moi, je ne sais pas que les comptes sont saisis. Hein. Est-ce que c'est parce que le juge s'est prononcé que immédiatement l'action a entamé? Non, c'est faux. Il y a tout un processus. Oui. D'accord. Alors, peut-être c'est des commentaires intentionnels. Parce que MTN est une société commerciale qui n'a pas besoin de se salir. Et peut-être se dit, bon, il faut communiquer dessus, c'est normal. Bon, maintenant, est-ce que MTN, c'est la banque qui a saisi les biens du consortium dans lequel Dampulo est membre en Afrique du Sud? Non. Vous avez affaire à une chaise, vous allez saisir la porte. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il reste seulement qu'il saisisse même l'État du Cameroun. Même gratuitement. Vous pouvez manipuler la justice, mais vous ne pouvez pas la manipuler tout le temps. Vous savez pourquoi je suis très rogne avec ce genre de personnes? Non. Parce que je me dis, c'est des gens qui prêtent la mauvaise langue, la mauvaise visibilité de la politique du chef de l'État. Et donc, Baba Amadou Dampulo, d'après vous, est victime de ses propres turpitudes. Je crois qu'il a à revoir le lexique ou le vocabulaire de ses avoirs. D'abord, moi, je sais qu'il n'est pas multimilliardaire, ou bien on peut appeler ça millionnaire. C'est n'importe quoi. Amourouveninga est multimilliardaire. Tout le monde va vous dire je suis multimilliardaire. Multimilliardaire, ce sont les états de service. Il a une entreprise Ndawara Tea Estate qui fonctionne. Pardon? Il a une entreprise Ndawara Tea Estate. Ndawara Tea Estate qui fonctionne. Qui travaille sur quoi? Qui fait des thés? Oui. La théine, hein? Bon, qui paye le passif alors? De la cession de cette société. Il a fini de payer les dettes. Mais la société est fonctionnelle, Georgine Bebaola. C'est normal. Elle fonctionne. Le chronogramme structurel d'une société, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas venir fermer la société parce qu'il y a un certain nombre d'aléas qui protègent la société. Mais ne veut pas dire que la société n'est pas victime de certaines dettes orchestrées par une imposture. D'accord. Georgine Bebaola, sortons de cette actualité. Je vous propose qu'on marque une pause. La toute première de cette première partie. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous dans cette deuxième partie de cet entretien riche avec le président Georgine Bebaola, par ailleurs docteur. Alors, on va toucher un autre pan d'actualité au Cameroun. Tout récemment, le décès de l'artiste et humoriste Gabriel Nandib est venu relancer un débat très important au Cameroun sur l'état des routes, notamment la pénétrante Est, Douala-Yaoundé, qui est aujourd'hui inachevée jusqu'à présent. Comment comprendre que l'autoroute initialement Douala-Yaoundé soit devenue l'autoroute Yaoundé-Douala avec juste quelques kilomètres qui ont été goudronnés, qui s'arrêtent à un endroit précis, plusieurs années après cette autoroute n'est pas achevée, et la route qui est empruntée actuellement, qui a été construite par le président Amadou Ahidjo, avec le parc automobile du Cameroun qui a pratiquement quintuplé, continue d'enregistrer des morts aujourd'hui sur cet axe lourd, et on a l'impression que rien n'est fait pour pallier à cette situation.
D'abord, je trouve ça logique parce que le ministre Djoumessi est un administrateur. Il était d'abord sous-préfet. Préfet. Il est allé au ministère, au premier ministère. Il a travaillé dans certaines administrations. Est-ce qu'il est du métier? Il n'est pas ingénieur des travaux. Il faut déjà prendre à ce niveau-là. La preuve en est que quand vous arrivez à Boumiével, là, les travaux là qui ont été faits là, c'est il a des conseillers spéciaux. Non. Boumiével, vous avez vu au péage là. Oui. C'est sa femme qui est venue d'aller, son épouse qui avait gagné ses marchés, qui est venue d'aller. Vous avez vu l'épouse du ministre Nganou Djoumessi? Mais oui, non. Est-ce qu'il y a un problème? Vous êtes étonné? Je le dis tous les jours. Les origines de cette femme sont du coin. Donc, comme elle est du Nyong-Ekele, elle a mis directement les dalettes. Maintenant, ça se défonce, ça fait du clopin. Je vous ai donné cet exemple. Vous comprenez à peu près? Oui. C'est même un de ses beaux-frères qui était contrôleur de travaux opportuniste. Ils ont coulé les dalles. Je vous dis même là, ils ont coulé. Vous savez là, on a coulé les plaques? Non. L'ancienne brigade de gendarmerie était là au péage. On a déplacé ça maintenant. À côté, je crois qu'il y a un colonel qui est retraité, je ne sais pas s'il vit encore. Derrière le bar. C'est là où on porte les dallettes. On vient poser, on dit, ça va niveler la chose. Quand vous allez là-bas, c'est à peine que vos amortisseurs ne lâchent pas. Là, donc vous estimez que c'est du bricole? C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui est nouveau? Le ministre Djoumessi est un clairon de la disette. Oui, mais pourquoi? De la forêt. Mais pourquoi c'est le ministre Djoumessi qui est mis en cause? C'est un projet qui est né avant même l'arrivée du ministre Djoumessi, l'autoroute Douala-Yaoundé. Pourquoi cette route, après plusieurs années, continue de tuer les citoyens? Donc, quand il y a une route, les gens ne meurent pas. Si, les gens meurent. Mais pourquoi on décrit aujourd'hui l'état de la route et on a engagé de construire l'autoroute Douala-Yaoundé? Merci d'ailleurs pour les images qui nous sont présentées à l'instant parce que nos équipes ont fait un déplacement par là. Pourquoi est-ce que ce tronçon n'est pas achevé et aujourd'hui on n'a pratiquement aucun responsable inquiété après le constat de la route inachevée? De toute façon, Dafroute a disparu. Dafroute. Comment vous appelez l'ancien brasseur de boissons là, qui est devenu subitement promoteur d'une institution technique des travaux publics? Siaka. Vous parlez de qui? André Siaka, l'ancien directeur des brasseries. Ça a été un très bon collaborateur. Le responsable de Roudaf. Ça, oui, Roudaf, vous voyez, non? Donc, il a été un très bon collaborateur pendant une période entre la Cannes, l'après-Cannes. Mais après, quand les factures ont été payées, il a disparu. Parce que tout le temps, il était dans le ministère des Travaux publics là-bas. Et il ne peut pas bavarder avec une autre personne là-bas que le ministre Djoumessi, qui était très proche de Dafroute. Où est passée l'entreprise de Siaka? Après la Cannes, c'est terminé, on n'en parle plus. Roudaf est fonctionnel. C'est où? Ça fonctionne. Il travaille où? Un peu partout. Ils sont en train de changer les bus? Non. Dafroute se trouve dans un casier. D'après nos dernières informations, l'entreprise n'est pas morte. Elle est fonctionnelle. Est-ce que Dafroute se trouve dans un casier de brasseur? On se pose la question. Si je veux le dire, c'est pour faire marmonner dans la tête des camionneurs que les complices sont déjà connus. Les comploteurs contre la République sont connus. Et chacun dans son couloir aura le prix mérité. Mais qu'en est-il de l'entreprise qui était en charge des travaux sur l'autoroute Douala-Yaoundé? Qu'en est-il de cette entreprise? Je ne sais pas comment vous ne comprenez pas. Dafroute est arrivé au même moment où chacun a postulé. En disant, je peux. Dafroute a commencé à entretenir les nids de poules. Après, étant incapable d'avoir un cahier de charges réel, Dafroute a déménagé de nuit. Est-ce que depuis que Dafroute a été créé,
par les deux compères, là, Doumessi et Siaka. C'est leur société. À eux. Depuis qu'ils ont été associés dans cette affaire, Darfour, la direction de Darfour se trouve où? Même ici à Douala. C'est où? Dans la chambre de M. Siaka. C'est des gens qui vont payer le prix des actes qu'ils ont posés. L'histoire n'est pas fausse. Aujourd'hui, quand on parle que ce jeune est mort, Cabral est mort, Cabral, il n'est pas le seul. Les bus tous les jours prennent des coups, les gens meurent tous les jours. C'est à cause de l'étroitesse et la mauvaise qualité de la route. C'est pas la mauvaise qualité de la route, si. D'abord. Je vais vous dire, il y a une part de responsabilité aussi des citoyens. Vous ne pouvez pas voir un nid de poule, vous sautez à vous guimbarder avec le véhicule. Maintenant, si de l'autre côté de la route, vous savez comment est-ce que l'autre finance? Dites-nous. Ça te finance beaucoup plus, d'une manière matrimoniale, avec les rubis des institutions extérieures, des hommes d'affaires, des sociétés. C'est pour ça que Razel est ici. C'est pour ça qu'il faudra que tu prennes en compte, se poser des questions. Mais en fait, même ce qu'on reproche à M. Doumessi, c'est le délit d'initié que moi je peux... Est-ce qu'il est le seul? Parce que je vous donne quelques éléments. Le Cameroun a enregistré en 2020 3000 cas de décès sur les autoroutes et les zones les plus accidentées sont l'axe Douala-Yaoundé et Yaoundé-Bafoussam, encore connu sous le nom de triangle de la mort. Selon ces statistiques du ministère des Transports, le doigt accusateur est pointé sur l'excès de vitesse qui compte 35% pour l'état des routes. L'état des routes n'est indexé, par exemple, qu'à 9%. Comment peut-on accuser l'excès de vitesse quand les routes sont dans un piteux état? Pour refaire les routes. Je parle juste du cas. L'axe de Douala-Yaoundé actuellement. Vous ne pouvez pas facilement rouler sur cet axe. Non, je voulais vous dire. Le financement d'une route obéit à un cahier de charge. Il faut les moyens. Vous savez ce qui dérange Doumessi? Non. Il est incapable de créer ce qu'on appelle le fighting spirit dans son travail. Ça veut dire, on m'a mis quelque part, j'ai besoin de déployer d'autres moyens, peut-être auprès des institutions financières extérieures et des hommes d'affaires, pour qu'on vienne travailler. Il y a des cotations qui sont faites dans les banques comme la BAD, la Banque mondiale partout. Le Cameroun est membre là-bas. Si ce monsieur est incapable de trouver le feuilleton de financement à travers ces banques, par exemple, ça veut dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait là. Je vais vous donner un tout autre exemple. Il y a des gens, quand on les nomme, ils ne savent même pas qu'il y a une feuille de route. Mais est-ce que vous estimez que quand un projet est lancé, c'est parce que l'État n'a pas les moyens de financer jusqu'au bout? Je pense que quand l'État lance un projet, c'est parce qu'il y a le financement jusqu'au bout. Non. Le ministère, par exemple, de la programmation des projets, qui est le MINEPAT ou le ministre Alamine, est un ministère de vitrine. C'est-à-dire, on compulse les besoins d'une manière répertorielle et on se met à chercher des fonds. Parce que les institutions, par exemple, ministérielles, ont ce qu'on appelle les directions de partenariat qui font ce qu'on appelle l'impulsion de partenariat, où on peut chercher les DOU pour encourager les investisseurs locaux ou extérieurs pour chercher les fonds. Vous parlez beaucoup du ministre Nganou Doumessi, mais on a par exemple des projets qui ne sont jamais achevés. On a la DABJ, les détournements de fonds alloués au projet en toute impunité. Est-ce que ce n'est pas légitime aujourd'hui, après tant d'observations, d'imputer ces manquements au président de la République et à l'ensemble de son gouvernement? Non. Le vrai problème, c'est la légitimité, c'est la responsabilité de ton cahier de charge. Quand tu es ministre des Travaux, par exemple,
Je vous donne un exemple autre pour que vous compreniez mieux. Oui. Le ministère de le MINEPAT est un ministère technique d'expertise qui regroupe les projets, les besoins de l'État, Les planifier. les planifications de la société sur les autres machins. Il faut trouver les moyens. Il faut aller vers le partenariat financier. Il faut trouver les investisseurs. Oui. Mais vous avez un ministre qui est assis là, il est entre sa chambre, le bureau, le bluff, et ça s'arrête. Le jour où il a beaucoup fait, il va dans son chantier, contrôler ses bilocaux. Et ça, c'est pas bien. Quand un chef d'État se lève tous les jours pour aller chercher les finances pour son pays, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais pourquoi le chef de l'État ne sanctionne pas ses collaborateurs qui ne suivent pas ces lignes à suivre? Pourquoi ne les sanctionne-t-il pas? C'est nouveau. On a mis combien de premiers ministres, combien de secrétaires généraux en prison? On a mis combien? Le chef d'État va sanctionner jusqu'où? Voilà une affaire où on parle de crime. On trouve les officiers dedans. On trouve la DGR. Vous voulez qu'on fasse quoi? L'enquête est suivie a été déclenchée par le premier magistrat, le chef de l'État. D'accord? Mais ça n'empêche pas que les gens cherchent à guillotiner cette affaire, c'est normal. J'appelle ça des rebuts de la société. Et je voulais simplement dire ceci. Il faut que les gens arrêtent de croire qu'ils ont un cahier de charge caché. Djoumessi va répondre de ses actes. Au cas où. Lui, Paul Botazé, même chose. Je vais vous donner... Quel est le problème que vous avez avec lui, Paul Botazé? Vous en parlez depuis pratiquement 3-4 ans aujourd'hui. Ah bon? Oui. Je parle de lui, Paul Botazé, depuis... c'est pas 4 ans seulement. C'est pas 4 ans seulement. Je parle de lui, Paul Botazé, à l'époque où il s'était assis sur les biens de la CNPS. Avec Amour Belinga. Et une dame qui est DAG. Je ne donne pas son nom. Je ne vais pas donner son nom. Il bouffait un peu quoi. Il mangeait. Et ça c'est très très bien. Voilà. Et il a continué à travers le premier ministère. Après le premier ministère, il a été sollicité par ces mêmes préouches à 100%. Voilà un ministre qui se lève le matin, il dit au chef de l'État, je vais aller dire aux Camerounais de donner l'argent, ils vont devenir actionnaires. 2 jours plus tard, il dit qu'il a regroupé déjà les fonds. Voilà un ministre qui pense que occuper des espaces, ça allait faire croire aux gens qu'il avait à mon gouvernement à Jean-Pierre. Quand il a donné la latitude à celui-là de piller les caisses de l'État, c'était bien. Quand je disais à mon gouvernement en prison, on n'est pas sur le sujet. Donc, il a posé un certain nombre d'actes. L'histoire de l'acte d'eau, il y a beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas prendre la fille d'un musicien, vous lui donnez les créances d'aller recouvrir. Heureusement, je crois que l'intéressé a été flatté par une rose rouge. Nonobstant ce que vous dénoncez, ils sont toujours là. Le chef d'État leur fait toujours confiance. Non, non, on ne fait pas. Si vous le dites, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous ne parlez pas de l'histoire de Titi Jedjoua, Abba, je parle depuis. Ça,
Il y a des cuites, c'est là. Il y a quelqu'un qui dit souvent, il est au cabinet, il dit j'ai le décret. Tu as le décret alors qu'on ne te laisse pas travailler. On te dit, va te placer là-bas. Tu es quoi, gendarme? Moi, ça me fait rigoler. Quand tu as déjà les états de service qui échouent, ça veut dire que tu n'as rien compris sur ce que ton patron t'a donné comme boulot. Et si ton patron continue de te garder avec lui, ça veut dire qu'il veut que tu continues d'apprendre ou que il souhaite que tu continues de t'améliorer. Non. On peut avoir cette lecture aussi. Non, écoutez, quand on nomme quelqu'un, on suppose que c'est la méritocratie. D'accord? Oui. Donc, le patron ne pourra que t'apporter, attendre de toi ton expertise. Plus, il ne viendra pas t'indiquer. Il peut t'instruire. Oui. Donc, quand vous le dites, moi ça m'amuse. Parce que quand on regarde tout ce qui se passe autour du régime de Paul Biya, président de la République, chef de l'État, il y a les questeurs de temps. Les questeurs de temps, c'est quoi? Les gens veulent jouer sur le temps pour mobiliser le bluff et faire encore avaler le même bluff au peuple camerounais. Les gens disent que l'après-Biya sera difficile. Ça ne sera pas difficile, puisque nous, on a identifié déjà les monstres géants et les prédateurs. Vous qui? Moi, principalement. Je l'ai fait. Vous avez mes états de service, moi, je peux faire. Il y a d'autres qui travaillent aussi. D'accord. Vous évoquiez tout à l'heure le président Biya comme étant le premier commercial du Cameroun. Il vient de se tenir à Paris un sommet sur le nouveau pacte financier mondial, sommet auquel le président a pris part également. Quel est, d'après vous, le bien fondé d'un sommet comme celui-là sur l'économie camerounaise quand on sait qu'un pacte veut dire nouvelle alliance, nouvelles conditions et nouveaux engagements? Le président Macron a sollicité ses pairs africains pour qu'ils fassent ce qu'on appelle un nouveau, qu'on voit, qui module d'une autre façon. Mais ne veut pas dire que that is a solution. Donc, moi je pense que le sommet, c'était un sommet de cumul d'idées. Maintenant, il y aura un replâtrage pour essayer de lancer dans les couloirs la recherche des fonds. Mais est-ce que nous sommes toujours obligés de passer par ce type d'alliance pour construire nos propres économies? Vous allez vendre quoi? Les tomates au marché central et les prunes. Vous allez dans le marché de la bourse. Vous entrez par la fenêtre, vous atterrissez dedans. Mais attends, les gens rigolent. J'entends les gens dire souvent, oui, on n'est pas obligé, il y a la Russie. Vous pensez que Poutine va laisser son pays pour venir vous nourrir? C'est des histoires. Donc c'est une porte obligée pour tous les États. Non, je suis désolé, il y a ce qu'on appelle les règles et la réglementation. Donc, si les gens pensent que la France n'est pas porteuse des ambitions du Cameroun, allez chercher un autre partenaire et on verra bien à quel niveau ça va se passer. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? Pourquoi on continue de rester? Vous ne pouvez pas. Sous les chapeaux de la France. Nous avons des allièges, pas des alliances, des allièges institutionnels de partenariat gagnant-gagnant, même s'il y a des choses à revoir. Mais sachez que c'est comme ça. Vous ne pouvez pas changer la codification juridique. Vous dites non, je ne respecte pas ce que j'ai pris comme engagement. Voilà la réalité. Donc, en réalité, le chef de l'État a toujours dit, le Cameroun pour un seul et pour tous. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous trouvez que, en fait, rien n'est fait à ce sujet. Non, non. Est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de ces pactes, de ces alliances, de toutes ces choses qui nous maintiennent captifs d'un peuple? Le pacte de quoi? Si on a 99 ans de armoiries,
conventionnel, on a ça, que les Américains peuvent lâcher le Ghana. Il ne faut pas rêver. Il faut être réaliste. Entre le bavardage et les réalités, c'est autre chose. Hein. Vous pensez que le président Paul Biya n'a pas pensé ce que nous pensions ou nous pensâmes? Non, il a pensé. Mais dès qu'il y a des allièges, il faut les respecter. Alors, on est d'accord avec ces éléments que vous citez, mais est-ce que, d'après vous, il n'est pas temps pour le Cameroun de sortir du franc CFA? Bon, vous allez créer quel bonnet? On peut créer tout de Le suite. bicoin, que j'ai vu les enfants là faire dans la fémania, là, les machines, c'est compliqué là. Quelqu'un sort le format, quand je vous l'ai dit. Et... On peut créer une monnaie, par exemple, le OUM. Ah bon? Bon, mais c'est bien. Si vous estimez que vous allez créer la monnaie, vous allez faire ça quand le ciel va se retourner 3 fois et la terre va aller vers les biais. Ou le Bibi. Non, il ne faut pas arrêter ça. Quand vous faites un enfant au monde, vous le tenez avec, disons que, en votre sein. Mais vous oubliez quelque chose. Cet enfant peut avoir besoin du voisin et le voisin... Donc vous êtes pour qu'on reste dans le franc CFA? Mais vous allez rester. Est-ce que vous supplie? Je dis, vous, votre avis. Vous allez rester, moi-même y compris. Vous faites des rêves en vidéo. Et ça vous arrange, Georges Gilbert Baon-Là? Ça m'arrange, il faut redéfinir juste le débat et créer ce qu'on appelle des anguilles répertorielles. Pourquoi on pense seulement à changer l'argent? Pourquoi on ne parle pas de l'équivalence de la monnaie? C'est ça que je ne comprends pas. Si on dit que 100 € ou bien 600 francs CFA, désormais, est égal à 100 €. C'est bien. Bon, le problème, c'est quoi? Mais pour y arriver, il y a un gap. Comment on va le faire? S'il y a un gap, il y a des solutions. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens... On doit continuer de rester dans le franc CFA. Parce que c'est une monnaie qui nous arrange. Vous ne pouvez pas. Le Cameroun ne peut pas s'affranchir, mais peut cohabiter. Pourquoi vous êtes si pessimiste, Georges Gilbert Baon-Là? Non, quand on voit aujourd'hui... Vous n'allez pas chercher des guerres. Quand on voit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, par exemple, des peuples qui commencent à dire non à un certain type de pratique de la France. Votre Mali arrive où? Il n'arrive même pas à s'acheter 2 sacs de riz. Oui, mais le Mali vit. Le Mali vit par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le Mali vit. Les Maliens ne sont pas... Vous allez marcher... Tous les Maliens ne sont pas morts, Georges Gilbert. Non, je suis désolé. N'allez pas chercher... Y a-t-il un seul affranchissement qui ne demande pas de sacrifice? Non. La révolution ne se fait pas de cette manière. La révolution est incisive et mieux faite quand elle est scientifique. Mais quand vous venez avec des balayas, ça ne va pas marcher. C'est ça la réalité. Donc on doit toujours rester sous le joug de la France, d'après vous? Allez rester dans le joug de la Russie. Puisque c'est ça qui est maintenant le palier moderne. On verra. Voilà. Donc je ne peux pas corroborer dans ce sens. C'est pas possible. Alors parlons d'une autre actualité. Le Cameroun s'est réveillé le 22 janvier dans les mois avec la découverte macabre du corps de l'animateur Martinez Zogo, froidement assassiné. 6 mois après, que pensez-vous de l'avancement de l'enquête et des personnes arrêtées et emprisonnées? J'ai suivi que ce n'était pas son corps. Donc. Maintenant, c'est son corps. Ils ont dit à un moment, non, c'est pas son corps, c'est pas vrai. Il faut identifier, il faut réentendre sa femme, machin. Pendant qu'ils attendaient cela, on allait dire aux gars, bon, écoutez, vous étiez chargé de la filature, venez d'abord. Déchaussez-vous, entrez à l'intérieur. C'est ça, la tire. Moi, je pense qu'il faut regarder les choses d'une autre manière. Éviter de raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Quelle est la vérité pour vous? Je me prénomme Baon-Là Georges Gilbert. Je suis né sous l'ère du renouveau. Ça veut dire que mon père, c'est le président de la République.
Monsieur Romari qui a un parent, on respecte cela, c'est tout. Bon, maintenant, si vous voulez changer le monde, il y a un plateau là où on change le monde. Et il faudra avoir les bras assez solides pour y arriver. Les histoires de se soulever, vous parlez du Mali et de l'Afrique de l'Ouest. Depuis que le Mali a fait ça, ils n'arrivent même pas, ils sont en pleine pénurie de carburant. Les autres sont construits en pleine pénurie, je donne un exemple. Dans l'affaire Martinez-Zogo, est-ce que, d'après vous, on est face à une véritable justice ou face à une justice à tête chercheuse? L'affaire Martinez-Zogo n'est qu'un point d'achoppement qui a soulevé un certain nombre de foyers d'hostilité. Hein. Mais je vous ai dit qu'il y a des preuves contre les soi-disant, ou bien les présumés, je voudrais dire, les présumés coupables. Et vous allez voir ces preuves à la place publique. Il y a des preuves. Vous le pensez? Oui. Depuis qu'on a dit qu'Amougou devait sortir, les gens sont allés organiser des balles masquées. Oh, ça ne marche pas. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous pensez qu'on va exposer ces preuves sur la place publique? On va exposer puisque, monsieur, nous sommes dans un procès public. Le corps de Martinez n'a pas été refroidi ou bien n'a pas été tué et laissé dans une morgue. Pourquoi vous pensez? Non. Et donc, à l'étape actuelle de cette affaire de Martinez-Zogo, vous êtes satisfait du travail réalisé par la justice? Je ne suis pas satisfait, je suis content du fait que la justice a pris son ton normal. Et que les gens arrêtent de croire que la justice est manipulable. Elle peut se dissocier, mais elle n'est pas manipulable. D'accord. Celui que l'on considère, Georges Gilbert Baonla, comme votre fils dans le domaine des affaires, et non moins patron du groupe L'Anecdote et au banc des accusés, il est en détention à la prison de Kodengui depuis le début de l'affaire. Le connaissant, pensez-vous réellement que Jean-Pierre Mougou Bilinga aurait pu payer un commando spécial pour assassiner Martinez-Zogo comme l'affirme certaines opinions? Je voulais... Vous avez un regard de Jean-Pierre Mougou Bilinga propre. Non, répondez à ma question, Georges Gilbert. Vous avez ce regard, moi j'ai le regard d'un laquais. Mon mot n'est pas dur. Laquais veut dire boy. Bagmestre. Vous parlez de quelque chose qui n'existe pas. Ce que vous ne savez pas, c'est que Amougou n'est pas à son premier coup. C'est un bastonneur. Il aime bien bastonner les gens. J'ai dit ça dans un moment. Je citais Info TV pour dire que Amougou avait été fouetté. Revenu vers moi, je lui dis porte plainte, il me dit non, je ne peux pas. Obama NS a été déchaussé. C'est aussi une bastonnade, moi, ça. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème. C'est que, vous voyez, quand je pupille là, hein, je ne comprends pas pourquoi vous revenez toujours avec le problème d'Amougou Bilinga. Il est un détenu de droit commun. Il a posé des actes. Pourquoi vous ne parlez pas d'écho? Mais qui vous a envoyé en prison, Georges Gilbert? C'est pas lui, c'est pas lui. Arrêtez ça. Il est magistrat. Est-ce qu'il est quoi? Il est auxiliaire de justice? Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un porte une plainte et puis on met en action ou en exergue l'action publique. Et les gens disent qu'ils peuvent me mettre en prison, lui là. Et par quelle manière? On a vu par exemple un reportage qui avait été réalisé sur Vision 4, dans lequel on vous filait par derrière avec une caméra. Mais c'est bien, c'est leur travail. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Oh, des petits lézards qui courent dans la cour.
qui n'a rien à voir avec la profession. Il y a même un des journalistes de la CRTV qui était dans cette, j'appelle ça, dans cette carnade. Mais moi, je voulais bien dire quelque chose. Au lieu de parler d'amour, Benga, je préfère dormir. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Son compte est bon. Il ne sortira pas de là. Je vous le dis tous les jours. La loi, c'est la loi. No way. Il sera jugé normalement. La preuve en est que j'ai entendu des gens qui faisaient des anniversaires ou des fêtes. Sa femme Mélissa, celle de Sarah, je ne sais pas. Elle est parquetière encore. Je ne sais pas si elle est encore à la Cour suprême. Faisait des petites fêtes avec des jupettes. Oh, voilà, on va laisser. Voilà, on a vu la première dame. La première dame a dit qu'on va laisser à Boubou Belinga. Voilà le chantonnage, les histoires du quartier. Vous pensez, comme une certaine opinion, que cette affaire est désormais dirigée par la présidence? Non. L'affaire a été déclenchée par le premier magistrat qui a donné des instructions au chef de l'État. Oui. Ça ne souffre aucune contestation. C'est le collaborateur direct du chancelier, le ministre d'État, Laurent Esso. Dont Amougou Belinga se prévalait d'être le grand ami. Mais c'est Laurent Esso qui l'a mis dedans, non? Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Attendez, est-ce qu'il y a deux justices? Attendez, je ne comprends pas. Les gens sont terribles. Hein? Je vous ai dit que son problème est déjà clos. Il se prévalait être l'ami du chancelier, le ministre d'État. J'ai dit dans plusieurs émissions, j'ai fait la redite pour dire que Laurent Esso a été dupé par un laquais. Quelqu'un qui vendait du bluff. Mais est-ce que le monstre que vous semblez présenter aujourd'hui n'est pas le fruit de fabrication de votre laboratoire? Non, 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 pas du tout. Pas du tout, je vais vous dire. J'ai des gens avec lesquels j'ai travaillé qui sont dans l'administration que je respecte très bien, hein, qui sont partis de mon écurie et que je respecte. Mais quelle est votre part de responsabilité dans ces agissements? Non. Puisqu'il vous a côtoyé, il était avec vous. Non, non, écoutez, si vous êtes avec quelqu'un dans votre entreprise, c'est pas vous qui l'avez éduqué. Bon, maintenant... Mais la personne peut copier certaines de vos pratiques. Non. Il a copié, moi je suis pas un filou, moi. Pas du tout. Je n'aime pas entrer dans les armoiries de l'État. Je ne peux pas entrer dans le trésor public. C'est pas normal. Bon, lui, Amougou, il faut dormir. Vraiment, on va pas... Je le dis et je parle face à la caméra, il ne sort pas. Il sera jugé. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'Amougou bastonne les gens avec les gourdins? Abouane a été torsionné. Je dis torsionné. Une bastonnade bien assimilée. Vous imaginez l'âge d'Abouane à cette période-là? Il y a un autre qui était aux affaires, qui passait son temps à chantonner mon nom dans son... Elle aussi, elle a été déchaussée, bastonnée à la place parisienne. Vous n'êtes pas au courant de ça? Je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est Mengue, je ne sais pas, elle a un nom bizarre. Nadine Patricia. Nadine Patricia. Elle a été giflée, bastonnée. Par qui? Par leur robot. Mais c'est un homme qui aime la bastonnade. Il n'aime pas se faire bastonner, mais il aime bastonner les autres. Hein. Est-ce que c'est caché? La secrétaire de Issam, celle qui était secrétaire générale à Yaoundé 2, Tonga, attends, son nom va me venir là, la dame elle est brune comme ça là. C'est là même dans les justes. Elle a à un moment été à Issam.
ISAM qui veut dire Institut Samuel Vondayolo. Moi, je parle de ISAM. I-2-S-A-M. Ça ne se trouve pas. C'est l'abréviation que j'ai donnée. Et moi, dans mes recherches, ISAM, c'est Institut Samuel Vondayolo. Ça, c'est votre opinion. C'est ce que je dis depuis, non? Parce que c'est maintenant que je le dis. Qui viennent me démentir. Vous savez pourquoi il a construit ça? Avec son ami. Ils ont passé au consortium. Ils sont allés voir le ministre Famen Dongo pour qu'on lui donne un agrément pour ça. Parce qu'à l'époque, Koto Eman, étant directeur général de Campbell, oui, va créer l'université de ce côté. Et ils vont passer par la ligne 94 toujours à Bémis. D'accord? C'est même abandonné en brousse maintenant là. Et là, tu veux que lui aussi il devait avoir... Mais Jean-Gilbert Baola, certaines personnes disent de vous que vous parlez beaucoup des autorités, vous citez beaucoup des autorités parce que vous êtes un maître chanteur et que cette pratique, Amougou Belinga aurait tiré cela de vous. Je dis, mais maître chanteur, pourquoi est-ce qu'on ne me porte pas plainte? Vous m'avez venu dire quelque chose, quand je vous parle d'un document, si je dis que GEFAC détourne les terrains, j'ai les documents. Monsieur, j'ai même jusqu'au dossier technique. Vous voulez voir ça? Oui. Merci, merci à la caméra de zoomer dessus. Oui. Voici ça. Je ne parle pas derrière. Hein. J'en ai plein. Si je dis que GEFAC est un imposteur, je parle avec des documents. Alors, je ne suis pas ce genre de rudiment qui entre dans les histoires de lézards. On a été dans plusieurs émissions. Oui. Je vous parle avec des documents. Quand je dis que GEFAC est un imposteur, à Douala, il vend les terrains, il dit qu'il raconte des histoires, il dit qu'il a les gens à la présidence. C'est des conneries. C'est pas normal. Vous imaginez dans une histoire où quelqu'un n'est même pas chef. Mais attendez, vous voulez que je parle? J'ai des documents. Je ne parle pas derrière, hein. Moi je ne fais pas du cinéma. Oui. Je ne vais pas dans vos histoires, oui, voilà, on dit des choses. Déjà pour nous préciser, qui est GEFAC? GEFAC est un agent immobilier qui dit qu'il vend tout le Cameroun. Où vit-il? Il vit à Douala. Quelles sont ses fréquentations? Non, je ne connais pas. Mais ses fréquentations, c'est beaucoup plus les terrains de l'État. Je parle avec des documents. Hein. Ça, ce n'est rien. Vous savez depuis combien d'années il fait ça? Non. Bon. Beaucoup d'années. Donc, vous voyez que quand je commence à parler, on m'appelle déjà au téléphone là. Je ne sais pas si c'est le tiret ou quoi. Les gens commencent à dire, attends, il veut sortir. Donc quand je dis des choses, je fais du chantage au ministre. Pourquoi? Quand je viens de dire que Alamine était dans l'histoire d'encre indélébile, vous pensez que je rigole? Qui sait ce que je sais? Et je dis des choses claires. Oui. Pourquoi je ne suis pas obligé d'être avec des prévaricateurs et je ne suis plus non plus leur ennemi. J'ai tout dit, mon débat reste institutionnel. L'interpellation, la conciliation en tant que président du Parti républicain. Oui. Un débat contradictoire, je l'accepte toujours. Si au sorti d'ici, on vient, GEFAC arrive, il dit que ce n'est pas vrai. Je vous dis que moi je parle avec lui. Lui qui vient me dire que ce n'est pas vrai. Laissons le cas d'un GEFAC et parlons de Amougou Belinga. Je vais donner un exemple. Est-ce que vous pensez qu'il faut aujourd'hui au moins lui donner une liberté provisoire? Liberté provisoire? Oui. Est-ce que vous imaginez ce que vous demandez là? Vous voulez, même le bon Dieu lui a tourné le dos. C'est grave ce que vous demandez là. N'imaginez même pas ça. Pour moi, ce n'est pas un haine. Hein? Parce qu'il faut que ce soit un cas école. Que les gens arrêtent de nous faire penser que, voilà, il y a un certain nombre de choses. Non. Donc pour vous, il doit rester en prison? Il ne doit pas rester, il doit être jugé comme tel. La prison n'est pas sa maison ou bien un hôtel de 8 étages ou bien 8 tonnes. Il doit être jugé et mis. À l'époque, il y avait les convois. On devait l'envoyer à Yoko qui se débrouille là-bas. Voilà. C'est bien d'aller faire des champs. Mais qui se débrouille. C'est tout. Parce que si on l'envoie ici en Goma, ça c'est trop propre. C'est clair.
avec son chancelier de rédacteur, de chef, en chef éco là. C'est des gens qu'on doit envoyer à Yoko un peu partout là. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire on les met hors de la ville parce que... Mais est-ce que c'est pas dur? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? Les enfants de Toulouse qui sont en dehors de Martinez, vous savez combien de personnes ont été victimes? Non. Alors, il y a tout le monde ne jure que par Dieu que merci. Quand vous voyez un chef d'État instruire une enquête, pendant 6 mois, on cherche encore des corps de délit, d'autres corps de délit. Vous comprenez pas ce que c'est? Ça veut dire que it's too much. It's too much. Les gens sont toujours en train de parler. On dit, pour que je parle de qui? Des morts. Je suis président de parti politique. J'ai un cahier de charge que je respecte. Alors, ce que je dis n'est pas vrai. C'est vrai, c'est bon. Celui qui ne veut pas, qu'il aille se plaindre. Pour un fils que vous avez formé, est-ce que c'est pas douloureux? Je n'ai pas formé. Avec qui vous avez travaillé? Oui, j'ai travaillé avec lui. Est-ce que c'est pas douloureux de le voir dans cette... Je pleure Martinez aussi. Au même moment où il était, Martinez était aussi avec moi. Dans le cadre du journal de Démenti. D'accord? Donc, aujourd'hui, je pleure plus celui qui est couché, mon fils qui est couché. Quel qu'en soit l'héroïne que vous avez vis-à-vis d'elle, vous ne pouvez pas ôter la vie à un individu. Quand vous atteignez ce niveau, on appelle ça la bestiale. Ça veut dire que vous avez vous avez cessé de réfléchir. Alors, vous pensez que Amogo Belinga aujourd'hui, il y aura quelle porte de sortie? Je l'ai vu s'investir dans les histoires des camps. Moi, je suis dans la cour royale des camps depuis plus de 27 ans. C'est ça qui me donne l'autorisation de poser des actes au nom des camps. Je suis dans les armoiries, dans les 10 régions, d'une manière institutionnelle, traditionnelle. C'est ça qui me donne l'autorisation de faire comme Louis-Paul Moutassé fait là. Amogoula fait asseoir 1 fois, 2 fois, il s'est levé sur la chaise, faisait du théâtre. Louis-Paul Moutassé, sa place à côté d'Amogo Belinga, au même titre que Mbonda Ayolo. Je ne recule pas. Mais quel problème est-ce que vous avez avec les directeurs de cabinet civil? Quel problème? Oui, parce que dans une émission... Il a dit qu'il est mon frère, non? Dans une émission précédente, vous parlez de l'ancien directeur du cabinet civil de la même manière. Quel problème avez-vous avec eux? Non, je n'ai pas parlé du vieux Belinga. Vous avez dit que le vieux Belinga était un bandit, non, qu'il était un voleur. Monsieur, écoutez, quand je parle français. Je ne suis pas quelqu'un... Dans une de nos émissions, Georges Gilbert, vous allez jusqu'à dire que même la peinture qui est sur la barrière de sa maison a été piquée à la main. Je dis la vérité, monsieur. What's the problem? What's the problem? À l'époque, on parlait des biens dilapidés par des individus. Et on était en train de parler d'un problème de fortune publique. Alors, si j'ai des éléments de réponse pour le problème, donc sur vous, on va parler des autres, on va parler d'autres. Donc, ça veut dire que le directeur du cabinet civil doit bénéficier de ma protection. Parce qu'il est de mes socs. Il n'est pas de mon village. Ce n'est pas mon frère. Il n'a jamais été le neveu du chef de l'État. Et c'est ça qui fait mal. C'est de l'imposture, d'après vous. Je dis, on appelle ça postara. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Le plus qu'imposture. Il ne peut pas. Je le dis tous les jours. S'il a les marches, qu'il aille se plaindre. D'accord, on vous a compris. Et vous savez pourquoi je le dis? Non. Parce que c'est des personnes qui ne respectent pas mon père. On ne respecte pas mon père en se foutant de sa gueule.
Il le sait. D'accord. En 5 ans, oui. au sortir de cette émission, je vais vous amener à Messok. On ira voir la ville neuve de Messok. Ce sera un grand honneur pour nous. Mais cette ville neuve a été bâtie avec les ronds mal acquis. C'est pas normal. C'est du mépris, ça. D'accord, Georges-Gilbert Baonla. Merci beaucoup. Merci pour tous ces détails que vous avez donnés. On sort peut-être par une dernière question vous concernant. Est-ce que vous continuez d'être armurier? Je continue à faire quoi? Est-ce que vous continuez d'être armurier? Ça vous fait peur? Non. Armurier veut dire quoi chez vous? Vendre les armes? Oui. Vous pensez que c'est ça qui m'a amené à étudier? Je suis un opérateur économique. Est-ce que vous continuez de l'être? Écoutez, monsieur. Sur une autre... non, je voulais... Armurier veut dire quoi? Oui. Armurier veut dire simplement faire du commerce des armes. Est-ce que vous le faites toujours? Et je ne suis pas le seul qui le fait. Je le suis et je le demeure. Il est lucratif, l'activité. Il est lucratif, le business. Non, ça, c'est pas le business, c'est les affaires. Pourquoi vous parlez de business? Business veut dire quelque chose de noir. L'activité de la vente des armes vous rapporte beaucoup d'argent, je suppose. Non, vous ne pouvez pas entrer dans notre calendrier. Nous sommes dans un consortium. Nous sommes des intermédiaires. Il y a des maisons d'armes, il y a dans les catalogues les gens qui vendent des armes. Est-ce que vous avez livré, par exemple, des hélicoptères d'armes à un État ou à des individus? État de service secret extra confidentiel, ce n'est pas dans votre émission que je vous dirai. D'accord, merci beaucoup, Georges-Gilbert Baonla. On en reparle, l'émission n'est pas terminée. Oui. Ça, c'est la fin de la première partie. Ouais. Le temps pour nous de demander à nos internautes et téléspectateurs de ne pas zapper. Attention, on revient dans quelques jours avec la deuxième partie d'entretien exclusif avec Georges-Gilbert Baonla, toujours sur JNJ Média. Merci d'avoir regardé cette première partie, ne zappez pas. Dans quelques jours, on revient avec la deuxième partie. Merci une fois de plus à Georges-Gilbert Baonla de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Mais vous ne bougez pas, on revient dans quelques jours pour la deuxième partie. Merci à Grasté qui a coordonné et supervisé cet entretien. Merci à Gilles Noubissi et à MNZ. Quant à nous, on se retrouve d'ici quelques jours pour la deuxième partie de cet entretien. Restez sur JNJ Média.